le ministre d'État, ministre d'infrastructure. C'est plutôt à lui que la question doit être destinée. Je veux m'assurer qu'à défaut de l'avoir avec nous demain soir ici, que la réponse vous soit apportée. Mais je sais aussi que, sauf si Madame la gouverneure m'est contredit, qu'il est prévu que le président de la République vaille quelques routes demain ou après-demain. C'est illustratif justement de cette volonté que nous avons. Au-delà des routes que nous avons vues qui relient la ville, mais il faut qu'il y ait des routes qui permettent de relier les différents territoires, et il faut s'assurer aussi que dans les territoires à Kapanga ou à Dilolo, les routes soient praticables pour permettre de faciliter les activités autres que les activités minières, notamment agricoles. Et donc considérez que c'est une question qui est prise en charge et que pour les détails précis sur votre question précise, vous l'aurez demain de la part du ministre d'État, ministre des Infrastructures. Monsieur le ministre, allez-y s'il vous plaît. Merci. J'allais dire, même pour la première question, cela relève plutôt du ministre des Finances, mais je m'en vais quand même donner quelques explications à ce sujet. Alors au niveau du ministère des Finances, il a été imposé, on va dire ça comme ça, que les sociétés qui n'étaient pas en règle de toutes leurs dispositions, et notamment du quitus fiscal, donc devaient se mettre en ordre, en règle pour cela, avant de pouvoir utiliser et même faire des exportations. Donc nous analysons cela aujourd'hui au cas par cas, et je peux vous assurer de notre implication, ainsi que celle de la Première ministre, son Excellence Madame la Première ministre, pour faire en sorte que justement ces mesures soient levées le plus rapidement possible afin que les sociétés puissent opérer, elles puissent également payer leur personnel, mais également leurs fournisseurs. Et il a été rappelé ici qu'une bonne partie des fournisseurs étaient justement des Congolais, et la majorité des employés de ces sociétés sont également des Congolais. Donc pour nous, il est important de nous assurer que ces sociétés puissent fonctionner normalement, bénéficier, avoir le plein usage de leurs comptes pour pouvoir assurer leurs obligations. Alors donc, pour le reste, je dirais, on travaille ensemble dans une solidarité gouvernementale, on échange. Lorsque les cas sont trop critiques, on se rapproche justement du ministre des Finances, à qui vous pourrez certainement poser plus de questions à ce sujet. Monsieur le ministre, cette question est une question que l'on peut rattacher dans le cadre de l'environnement général, du climat des affaires. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ces sujets, et surtout pour ces entreprises agro-capitaux qui ont régulièrement besoin d'être rassurées dans la qualité de la collaboration avec le gouvernement? Voilà, et donc pourquoi justement son Excellence Madame la Première ministre, ainsi que nous-mêmes au niveau du ministère des Mines, et qui ne sommes pas directement reliés, je dirais, aux aspects financiers et au blocage des comptes par la DGI notamment, mais justement c'est parce que nous sommes en train de travailler dans l'esprit de l'amélioration du climat des affaires. Et pour cela, nous travaillons et nous allons mettre d'ici peu ce qu'on appelle un one-stop shop, c'est-à-dire un seul point d'entrée où justement ces entreprises agro-capitaux pourront interagir avec l'État parce qu'ils n'ont pas que des problèmes, je dirais, sur les aspects financiers, mais également ils ont des problèmes sur les aspects environnementaux, sur des aspects, je dirais, également avec l'emploi, donc de travail. Donc il y a différents aspects qui font que ces sociétés sont aujourd'hui, et ont même presque mis des départements qui vont travailler pour répondre aux questions de l'administration. Et donc nous voulons simplifier cela pour que la relation soit plus souple et que ces autres sociétés puissent justement faire ce qu'elles savent très bien faire, c'est-à-dire exploiter des ressources minières. Voilà, merci. Madame la gouverneure, je vous ai mentionné tout à l'heure, parce qu'il est prévu, notamment dans le programme du président de la République, de faire une descente sur certains travaux dans des axes routiers. Qu'est-ce que vous pouvez dire, en attendant d'avoir les détails du ministre d'État, qu'est-ce que vous pouvez donner comme complément ou comme réponse à M. François Kazadi? Je pense que nous avons eu plusieurs réunions avec les ministres des Infrastructures nationales par rapport à la route de Dilolo, le Kolwezi-Dilolo. Pas seulement Kolwezi-Dilolo, mais c'est Kolwezi-Dilolo, Kolwezi-Kasaji, Kasaji, Sandoa, Sandoa, Kapanga.
et une grande partie a déjà été faite à partir de Kassaji vers Sandoa, même vers Kapanga, Nitete, le pont qui était tombé. On allait déjà arriver à Musumba. Nous sommes à 22 km de Musumba. Ça, c'est une route provinciale. Mais pour la RN39, les discussions sont toujours là. Nous discutons avec le ministre des Infrastructures. Il y a eu des contrats qui avaient été signés. Ces sociétés, voilà, nous retombons même les sociétés que nous pensons qui sont des sociétés fortes. Ils n'ont pas pu travailler sur le tronçon Kolwezi-Dilolo. Certains contrats ont été purement annulés et il y a d'autres qui sont en train d'être par rapport à l'offre et consort. Je crois que le gouvernement central continue à se préoccuper par rapport à la route des Kolwezi-Dilolo. Bien sûr, quand on est au Lualaba, deux fois on veut que la route se termine immédiatement. Oui, cette route a beaucoup de problèmes, mais les solutions sont en train de se trouver petit à petit. Dans l'entretemps, je pense que M. François, si il fait son travail, il devrait savoir que la province est en train... La province, c'est toujours le gouvernement. Nous sommes toujours dans la RDC. Donc, là où le gouvernement central continue à discuter pour que nous puissions avoir cette route rapidement, la province aussi peut aussi mettre la main à la pâte, c'est-à-dire nous pouvons travailler sur la réunion de tous nos territoires. Cette route-là, pour aller à Kapanga ou pour aller à Dilolo, c'est une route qui a à son sein au moins 4 territoires sur les 5 territoires que nous avons. Donc, au même moment qu'il y a des discussions qui continuent à se faire, donc la RN39 n'empêche pas que nous puissions aussi avoir d'autres routes. Quand vous voulez aller en Zambie, vous pouvez passer par Sakanya ou par Mokambo ou par la voie de Kasumbalesa. Vous allez arriver en Zambie par plusieurs entrées. Donc, c'est la même façon, Monsieur le ministre, que la province du Lualaba a déjà commencé à réunir les 4 territoires pour que nous puissions avoir de routes alternatives. Sur les 450 km qui relient Kolwezi à Dilolo, 250 sont déjà totalement ouvertes. Le président va aller voir l'avancement de travaux là. Nous, parce que nous cherchons toujours à rentabiliser, nous voulons aller vers le projet de corridor de Lobito. Le corridor de Lobito, c'est le rail, oui, mais pour faire ces rails, on a besoin de la route pour amener le matériel sur ces rails-là. Donc, nous profitons aussi pour faire notre route de réunion. Donc, aujourd'hui, il y a des gens qui partent à Kassaji le matin et à 17h, ils arrivent. Évidemment, nous ne sommes pas encore arrivés au niveau de traverser la ville de Kassaji. C'est pourquoi vous arrivez à Kassaji, vous dormez, c'est quand même 450 km. Même quand on part au Zimbabwe, nous dormons au niveau de Lusaka. Donc, les travaux continuent. Le gouvernement national travaille au travers du gouvernement provincial. Merci de cette précision. On va prendre la question de M. Faustin Kodiasala. Je vais demander à Mme Sylvie Makolo du magazine Le Courrier de Lubumbashi de se préparer. Merci Excellence pour la parole. Juste 2 petites questions au ministre des Mines et évidemment à Madame la gouverneure. Au ministre des Mines, je voulais juste avoir votre avis par rapport à la décision de février 2025. Le monde vous regarde. Nous sommes à Kolwezi, qui est la capitale mondiale du cobalt. Vous avez suspendu les exportations du cobalt. Et l'objectif a été atteint parce que les prix ont pratiquement grimpé. Mais il y a un assèchement des produits sur le marché. Et le monde voudrait savoir que fera Kinshasa pour décanter cette situation. Parce que tout le monde finalement vous regarde. Je peux avoir votre avis sur ce point-là. Madame la gouverneure, je crois, le porte-parole du gouvernement l'a dit. Les mines dans les Lualaba, ça existe depuis une dizaine d'années, même une trentaine d'années. Une centaine d'années peut-être. Je me rappelle, il y a 10 ans que je visite cette ville, bien sûr à intervalles irréguliers en termes d'années. On sent qu'il y a un changement positif d'ailleurs. Et comme on dit généralement, la connaissance se partage, madame. Je sais que le Lualaba n'est pas la seule province minière, mais quand on sent ce qui s'est fait dans cette ville, on suppose qu'il y a quelque part un secret qui est en train d'être mis en œuvre.
Sans entrer dans le petit détail, est-ce que madame, on peut connaître quel est votre parfait sésame pour réussir tout ce que vous êtes en train de faire ici? Voilà, on va commencer par vous, si vous pouvez partager votre secret, madame, et puis on finira par la question très intéressante pour le ministre de Mines. Effectivement. Bon, je crois tout à l'heure, on a discuté avec le ministre. Mon discours a dit tout. Mon discours a dit, personne ne me croyait. Je crois même vous-même, vous ne me croyez pas. Votre discours à l'inauguration de cet aérogare. De cet aérogare ce soir. C'était difficile de penser qu'une femme peut faire ça. Mais il n'y a que l'amour d'une mère. Là, je me penche du côté de maman parce que peut-être les papas ne l'ont pas fait. Ils le feront après. Donc, on n'applaudit pas, s'il vous plaît, les femmes. Nous sommes dans un pays de masculinité positive. Et si vous avez bien suivi les discours de madame la gouverneure, elle a dit et répété qu'elle avait un coach. Je ne voudrais pas le citer parce qu'elle l'a abondamment cité. Et donc, ces applaudissements-là, nous aussi, en tant qu'hommes, on en a le droit parce que le coach, il est homme. Allez-y. Merci. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était aussi un défi, quelque part. Je devais démontrer à suffisance que je suis capable de faire quelque chose de bien. Aussi, comme Monsieur le ministre vient de le dire, d'autres critiquaient le coach, pourquoi il m'a choisi. Alors, je devais faire doublement. Cet espace Katanga a été dirigé par des hommes. Ces hommes qui se vantaient avoir beaucoup fait. Mais à la fin, quand nous sommes arrivés au Lualaba, rien n'était fait. Donc aujourd'hui, les coachs, comme il l'a dit, c'était la seule personne qui m'a juste vu et qui a vu en moi une personne qui peut aller de loin. Donc c'est à partir de cette confiance-là, je me suis dit, si il m'a fait confiance et que les autres ne me l'ont pas fait, je dois travailler même 1000 fois. Si je dois ne pas dormir, je ne dors pas et je ne dormais pas. Donc, c'est aussi l'amour de son pays. C'est l'amour de ses enfants. C'est l'amour de tout le monde. De se dire que quand je voyage, pourquoi je ne peux pas aussi rapporter ce que je vois ailleurs? On ne peut pas être toujours là quand vous voyagez. Vous pensez que c'est les autres qui ont le droit. Le Congolais aussi a le droit de monter l'escalator et de monter dans les bras satellites pour entrer dans son avion. Donc voilà les raisons qui m'ont poussé à pouvoir aller de l'avant. Changer en tout cas cette province, que ce soit le miroir et l'exemple de gestion d'abord et de reconstruction ou de la construction de la province. Nous ne sommes qu'au début. Si le président avait beaucoup de temps, il allait rester pour inaugurer aussi dans les territoires. Donc nous touchons partout, mais c'est par amour, beaucoup plus par amour. C'est ce qui permet que vous puissiez aller de l'avant dans votre propre travail, aimer le travail que vous avez, parce que c'est un don. Comme moi j'aime le mien, aujourd'hui, ça m'a rapporté beaucoup de joie, ça a rapporté beaucoup de joie à beaucoup d'entre nous. Voilà, c'est seulement l'amour de notre patrie. Voilà beaucoup. Merci beaucoup, Madame le Gouverneur. Monsieur le ministre, la question de Faustin Kodiassal est importante, d'autant plus que lorsque nous étions ici avec la Première ministre il y a quelques semaines, les élus provinciaux m'ont interpellé en disant que cette mesure empêchait à la province d'avoir certaines ressources. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme réponse, y compris à ces élus provinciaux? Alors, la question que M. Faustin pose est effectivement une question très attendue, et surtout la réponse est très attendue dans, je dirais, sur le monde du cobalt, de manière générale. Vous devez d'abord savoir que cette mesure est une mesure, comme vous l'avez rappelé, qui pénalise au départ la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que en suspendant les exportations de cobalt depuis le 22 février 2025, nous nous privons des revenus générés par cette
par cette ressource. Mais pourquoi en arriver là? Et c'est là vraiment le point. Et nous avons pris avec l'autorité de régulation et commercialisation des minerais stratégiques cette décision difficile qui a été, je dirais, présentée au président de la République. Et cette décision difficile de nous priver de ce revenu, d'abord une décision de souveraineté nationale, ça doit être compris surtout par l'ensemble du monde extérieur. Vous devez savoir que nous produisons 70% du cobalt mondial. Aujourd'hui, c'est vrai que l'on voit des réalisations ici, mais il vous suffit d'aller voir les sièges de ces grandes entreprises à l'étranger et vous comprendrez pourquoi la République démocratique du Congo est un tout petit peu flouée quand même par rapport à cela. Alors, nous avons maintenant cette décision qui a été prise pour, premièrement, préserver les emplois localement. La grande majorité des entreprises ici au Lualaba, mais encore même dans le Haut-Katanga, la grande majorité des entreprises n'arrivaient plus à un équilibre financier avec les prix du cobalt qui étaient tellement bas. Nous sommes passés de 80 000 à pratiquement 21 000 $ la tonne. Donc les entreprises qui opéraient dans ce secteur avec le cobalt ne trouvaient plus de rentabilité et donc avaient cette question qu'elle se posait, est-ce que nous devons arrêter nos activités ici, mettre les Congolais au chômage et repartir avec nos investissements? Donc ça, c'est une première des choses qui a été faite pour préserver ces emplois-là. Vous l'avez rappelé, M. Faustin, aujourd'hui, après cette mesure, le cobalt a pris plus de 60%. Mais maintenant, qu'est-ce que nous voulons également en faisant ça? Nous ne sommes pas simplement à la recherche d'un meilleur prix, nous sommes à la recherche justement de pouvoir être un pays qui ne soit plus un pays qui exporte des produits bruts, mais surtout un pays qui fait de la transformation locale. Parce que lorsque nous ferons la transformation locale, nous allons justement créer plus d'emplois, faire un transfert de technologie localement. Et donc l'ensemble de cela nous a poussé à prendre cette décision. Maintenant, nous avons pris cette décision pour une durée de 4 mois. Donc cela expirera ce mois-ci, donc le 22 juin. Mais je voulais quand même rappeler que nous nous sommes déplacés jusqu'à Singapour, pour ne pas citer, il y a 1 mois à peu près, pour justement débattre de cet aspect de cobalt. Et Madame la gouverneure vient de rappeler que nous n'avons pas besoin d'aller à l'étranger pour parler du cobalt. Le cobalt, 70% se fait ici, et la grande majorité au Lualaba. Nous pouvons aller au village des congrès pour débattre de cette thématique. Donc, nous avons donc consulté, nous avons échangé avec les différentes parties prenantes, et donc à la fin de cette période de 4 mois, nous viendrons avec des nouvelles, on va dire des nouvelles propositions, et ces propositions vont aller soit à lever les mesures, soit à les modifier, mais pourquoi pas à les prolonger. Voilà, merci Monsieur le Ministre pour cette réponse. On va prendre la question pour cette première série, pour terminer, de Madame Sylvie qui vient de Lubumbashi. Allez-y s'il vous plaît. Merci beaucoup, moi c'est Sylvie Avancez Makolo. vers le micro s'il vous plaît. Merci beaucoup, moi c'est Sylvie Makolo du magazine Le Courrier. Ma question est adressée à Madame la gouverneure. Avant tout, j'aimerais à vous féliciter en tant que femme par tout ce que vous venez de nous démontrer dans la République démocratique du Congo, c'est énorme. Et j'aimerais vous ajouter que la femme est intelligente, elle n'est pas faible, elle est forte. Allez de l'avant et ne baissez pas les bras. J'aimerais savoir si, en dehors de ces locaux, si vous avez préconisé de construire un autre bâtiment égal à ça pour recevoir de vols internationaux et national, ou bien le national retournera dans le aérogare. Je crois que Madame a plus ou moins parlé du projet en disant que ça c'était le premier point. Je crois qu'il y aura, elle va compléter évidemment, il y aura des terminaux pour de vols locaux et internationaux, il y a un pavillon présidentiel qui a 70% des travaux, et il y a la tour de contrôle et il y a une troisième phase. Madame, peut-être que vous pouvez revenir spécifiquement sur les capacités de cet aérogare qui nous accueille et comment le projet va s'étendre. Oui.
Pour l'instant, comme nous avons suivi, nous avons 2 bras satellitaires. Je crois que les entrepreneurs ont aussi beaucoup explicité là-dessus. Nous avons 2 bras satellitaires. Le premier bras, ce sera pour le national. Le deuxième bras, c'est pour l'international. Pour l'instant, le bâtiment est divisé en 2. Un national, c'est de ce côté. Ce côté ici, c'est l'international. Donc, nous allons avoir le 2 d'abord pour commencer dans ces bâtiments. Au fur et à mesure que nous allons voir aussi le nombre de passagers et tout, parce que c'est prévu au moins 800 000 passagers par an. Donc, avec cet objectif de 800 passagers par an, pour nous, c'est beaucoup plus important de pouvoir commencer déjà à penser maintenant au deuxième module. Donc, le deuxième module, nous allons le commencer très bientôt, peut-être l'année prochaine, le temps de terminer d'abord les autres chantiers et de voir l'évolution. Donc, pour l'instant, là, l'ancien, non, nous ne pensons pas construire comme ça et puis rentrer de l'autre côté. Peut-être pas demain que nous allons ouvrir immédiatement, le temps juste d'organiser toutes les choses. À partir peut-être de la semaine prochaine, nous commençons tout ici et on commence déjà à casser de l'autre côté. Parce qu'il y a déjà un projet qui va démarrer, peut-être pas maintenant. Donc, on ne va pas rentrer, nous allons continuer. C'est déjà divisé en 2, tout est divisé même là au-dessus. Donc il n'y a pas à aller de ce côté ou non. Les nationales, quand vous voulez aller à Lubumbashi, la prochaine fois, vous allez partir par là. Et ceux qui vont aller à Johannesburg vont passer par là. Il y a aussi l'escalator de ce côté. Merci. Alors on va prendre la question de Charles Kapalou. Lui nous vient de l'ICACI. Et je vais demander à Madame Rachel Kitita, qui vient de Kinshasa, de se préparer. Merci pour la question. Merci beaucoup. C'est M. Charles Kapalou, directeur général de Dialogue Info. J'ai juste une question que je dois poser à Madame la gouverneure de la province de Lualaba. Madame, la route qui mène vers Lulu est complètement délaissée par le gouvernement provincial. Or, il y a des entreprises comme Lulu Ressources, Métal Col, il y a aussi KCC. Deux fois, les habitants sont en train de bargarer la route parce qu'il n'y a pas de soutien de votre côté. Cela est dit à quoi? Merci. Madame, allez-y s'il vous plaît. Je pense que le mieux que demain matin vous puissiez y aller. Je ne sais pas la dernière fois que vous avez été là-bas. Cette route à partir de Mutoshi, du 30 juin, jusqu'à la sortie de Lulu, ça fait 16 km. Cette route est la route qui est la plus fréquentée pratiquement par jour, c'est au moins 2000 camions. Donc, elle s'est abîmée et elle est en train d'être réparée. À ce jour où je vous parle, nous sommes déjà à au moins 13 km déjà asphaltés. Donc 8 km totalement asphaltés de deux côtés et à partir du 10e kilomètre, c'est déjà asphalté un côté pour permettre aux gens de pouvoir passer. Mais j'informe la population parce que ils sont en train de nous suivre. Tous les sociétés minières qui sont de ce côté-là, nous sommes en train de mettre un péage parce que nous ne pouvons pas chaque fois construire. Ça a été construit en 2022. Après seulement 2 ans, même si on l'a fait en béton, il est très difficile. Donc à tous les transports, tous ceux qui font ce transport doivent passer par le bypass ouest. Et cette route de bypass ouest est déjà opérationnelle. Celui qui va passer par Lulu restera pour la population et ceux qui passeront par là, ils auront à payer les péages comme nous le voyons à travers le monde, même en Zambie, à côté de chez nous, même en Angola, il y a des péages pour tous ces poids lourds. C'est pour que nous puissions entretenir ces routes
que vous venez de dire qu'on les a délaissés. Non, on n'a pas délaissé, on ne délaisse pas nos communes ici au Lualaba. Voilà, merci. À la première question de François Kazadi, je viens de recevoir la réaction du ministre d'État, ministre d'Infrastructure, qui me dit que pour la RN39, nous venons d'obtenir la dernière approbation du contrat par la Première ministre, et il rajoute que dire qu'il n'y a pas d'infrastructure en cours de construction, c'est dire que la RN1 ne passe pas par les Lualaba. Je viens de faire 3 heures entre Ngouba et les territoires de Lubudi ici au Lualaba. L'administrateur du territoire qui nous a reçus et la population a applaudi des 2 mains ce qui est en train de se faire sur cette RN1 dans le cadre du programme sino-congolais. Hier, on faisait ces trajets en 2 ou 3 semaines, mais avec nos travaux, nous faisons ces trajets en 3 heures. C'est pour dire ce que Madame disait tout à l'heure, qu'il n'y a pas de différence en réalité entre gouvernement national, gouvernement provincial, parce que nous travaillons tous pour les mêmes peuples. Nous avons un seul sommet de la pyramide, le président de la République, et nous combinons des efforts pour aller aux résultats qui nous permettent aujourd'hui de progressivement répondre aux préoccupations qui concerne directement les Congolais, ce qui n'a pas été fait à une certaine époque, comme l'a insinué tout à l'heure Madame la gouverneure. Allons-y, Madame Rachel Kitita rapidement, et on prendra en série les questions suivantes de Monsieur Ngala Mouloumé, de Monsieur Eric Izami et de Monsieur Michel Kongolo, et après on aura fini avec les questions. Allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le porte-parole, pour la parole. 2 petites questions. D'abord au ministre des Mines. La question de l'invasion illégale dans les sites miniers revient et on en parle encore puisque il y a des entreprises qui se plaignent, notamment pour ne pas faire la publicité. Mais j'aimerais quand même citer, il y a Boss Mining qui se plaint de l'invasion fiscale dans son site et ça ne favorise pas un vrai climat des affaires dans ce sens-là. Qu'est-ce qui est mis à contribution ou qu'est-ce que le gouvernement prévoit de faire pour éviter cette perte au niveau de ces entreprises qui opèrent en République démocratique du Congo? On ne sait pratiquement plus quoi dire à Madame la gouverneure du Lualaba parce que c'est vrai, l'œuvre humaine n'est jamais parfaite, mais ce que vous faites pour cette province, finalement, va nous laisser sans mots, Madame la gouverneure. Nos félicitations puisque vous incarnez parfaitement la mission que le président de la République vous a confiée à travers le peuple congolais. Mais une petite question, jusqu'où vous comptez aller? À l'image de quelle nation du monde vous voulez amener la province du Lualaba? La clinique moderne de Mwangeji a été inaugurée. Une question, c'est de savoir qui vont y travailler. Est-ce qu'il y a l'expertise requise pour finalement manipuler toutes ces machines? Est-ce que vous formez vos médecins? Il y a un programme en vue de faire venir des médecins d'autres pays pour une formation, puisqu'on ne finit jamais d'apprendre, surtout dans le domaine technologique. L'évolution de la technologie veut à ce que nos médecins soient mis à niveau. Est-ce que vous y pensez? Est-ce que c'est déjà fait dans ce sens-là? Mais en tout cas, vous avez les félicitations, surtout de toutes les femmes, parce que elles sont ici, à travers la République. Elles prendront exemple sur vous. Il faut féliciter le coach, s'il vous plaît. Mais bien sûr, j'ai parlé du coach. Voilà. J'ai parlé du coach tout au début, puisqu'elle incarne le pouvoir du coach dans sa province. Et c'est un bel exemple pour tous ceux qui vont gouverner demain, surtout les femmes. Merci. On va commencer par le ministre de Mines. C'est vrai que la question revient souvent. Madame Rachel, donc je voulais quand même voir avec vous ces aspects qui sont pour nous un véritable challenge de pouvoir enlever la majorité des personnes qui font ces envahissements sur les sites miniers, mais également la présence des hommes en armes dans les sites miniers. La présence aussi de nombreux étrangers, ce n'est pas spécifique ici à la province du Lualaba, mais nous avons ça sur tout l'est de notre pays. Et ainsi donc toute la contrebande et la fraude minière qui s'opère au niveau de l'est de notre pays, parce que vous le savez, l'agression que nous subissons à l'est de notre pays est une agression avec une convoitise de nos ressources naturelles.
Alors pour ça, la réponse que nous avons apportée, donc nous avons réhabilité la Commission nationale de fraude contre la fraude minière, et nous avons également un autre outil qui est l'inspection générale des mines qui vont nous servir à juguler ce problème. Donc nous devons d'abord travailler sur cette Commission nationale de lutte contre la fraude minière est instituée avec 4 ministères, le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice ainsi que le ministère des Mines. Cela pour justement avoir l'ensemble des ministères qui puissent répondre à cette problématique et pouvoir soit faire sortir, et c'est déjà en cours, faire sortir des hommes en armes dans les sites miniers, mais également à restreindre une partie de ces invasions vers les sites miniers. Pourquoi nous devons également travailler sur les aspects artisanaux que nous avons dit? Nous devons pouvoir offrir, et pour ça nous avons pris un décret au niveau du gouvernement qui permet justement de pouvoir offrir des zones d'exploitation artisanale viables et minéralisées pour que nous puissions justement relocaliser ces personnes vers ces zones et pouvoir faire leur activité sans gêner l'activité industrielle. Donc nous avons ces 2 outils qui sont mis en place et pour lesquels nous travaillons. Nous avons mis certaines de ces zones d'exploitation artisanale en place avec le cadastre minier et nous poursuivons cet exercice pour pouvoir offrir le maximum d'opportunités aux creuseurs qui vont sur ces sites à envahir. Donc vous allez voir petit à petit la mise en place de cette Commission nationale de lutte contre la fraude minière et les aspects de lutte contre la fraude et la contrebande minière. Voilà, Madame, avant que vous ne répondiez aux questions que Madame Kitita vous a orientées, comment vous gérez cette problématique? Parce que régulièrement, on voit qu'il y a des invasions, parfois il y a des blessés, parfois il y a même des morts. Comment? Parce que le gouvernement central attendant la commission, mais c'est vous qui êtes en charge de répondre très rapidement à ces questions-là. En fait, c'est pas aussi facile parce que le secteur artisanal a plus de 450 000 creuseurs. Ça, ce sont des statistiques d'il y a beaucoup de temps déjà. On n'a pas encore les statistiques aujourd'hui. 450 000 creuseurs sont, en tout cas, ils sont éparpillés dans plusieurs sociétés minières. Parlons seulement du côté du groupe ERG, c'est là où il y a le Boss Mining et consorts. Donc l'armée, bien sûr, l'armée est là-dessus. Il y a des sociétés qui ont demandé par elles-mêmes de pouvoir être protégées par l'armée. Donc nous parlons là de TFM. TFM avait demandé d'être protégé ou sécurisé par l'armée. Même Boss Mining du côté des Metalcoal, ils avaient demandé l'armée. Il y a aussi KCC à l'époque qui avait demandé d'être protégé par l'armée, mais il y a peu, ils ont demandé de pouvoir être maintenant protégés par la police de mine. Ils ont plus de 200 policiers miniers. Il y a toujours un risque. Là où vous enlevez les policiers, les 450 000 trouveront encore l'issue pour rentrer. Donc tous ces mélanges avec la sécurité et tous ces jeunes gens. Mais des fois, ces jeunes gens, pour moi, d'autres sont organisés en coopérative et d'autres ne le sont pas. Ceux qui ne le sont pas font beaucoup de problèmes. Enlever toute l'armée, nous allons avoir aussi un grand problème. Il faut d'abord qu'on s'organise par rapport à la division, à la police de mine, pour pouvoir remplacer ces policiers, l'armée dans les mines, mais nous ne pouvons pas contrôler tout le monde. Ceux qui sont incontrôlés, nous sommes en tout cas résolus de pouvoir les sortir de force. Nous les faisons de temps en temps, mais il y a aussi beaucoup, nous pouvons dire des attaques ou des incompréhensions entre les creuseurs ainsi que les militaires. Et à ce moment-là, parfois ça dégénère et c'est tout à fait normal. Ça, à travers le monde, ça s'est fait. Mais nous arrivons toujours à ramener la paix. Parce que sinon, c'est très difficile.
Quand vous avez 450 000 creuseurs, ce n'est pas 45 000. 450 000, c'est toute une... Il y a des villes qui ont juste ce nombre-là comme population. Donc nous faisons beaucoup d'efforts, comme le ministre de Mines vient de le dire, pour que nous puissions en tout cas trouver tant soit peu la solution et à ces problématiques de militaires et aux creuseurs. Voilà, alors la réponse à sa question, je ne sais pas si vous avez noté sa question. Oui, j'ai noté sa question. Oui, l'image, il faut toujours rêver. L'image est de pouvoir aussi un jour avoir une ville ou une province où les gens aussi s'assoient, disent que nous allons aller en vacances à Kolwezi, nous allons aller en vacances au Lualaba, en RDC. C'est ça l'image que nous voulons de notre province. C'est ça l'image que nous voulons de notre RDC. Donc, aujourd'hui, quand moi j'ai grandi à Lubumbashi, quand j'étais toute petite, à Lubumbashi, il y avait des très très belles maisons. Ces belles maisons étaient dans les quartiers Gécamine. C'était là où tout le monde voulait vivre. Et cela a été fait par les Belges en utilisant la redevance minière de l'époque pour créer ces belles villes-là. Ce sont ces belles villes qu'aujourd'hui, hier, on a construit ces villes en nous faisant souffrir. Nous étions des esclaves. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas des esclaves. La ville nous appartient, le pays nous appartient. Nous devons rêver mieux pour nos enfants. Nous devons rêver mieux pour que nos enfants ne puissent pas aller passer des vacances ailleurs. En tout cas, moi, Madame Rachel, je t'invite avec les enfants de passer les vacances au niveau de Lualaba, au lac Ouansela ou au lac Katebi. Tu pourras penser que tu es à Los Angeles. Elle va aller à Musumba voir les Mwantia. C'est encore mieux. Tu allais à Kemba à moindre prix. Moi, j'étais partie. J'ai fait 750 km pour arriver à Musumba. Il y a l'électricité, je t'ai dit. Donc, il n'y a pas de délestage à Musumba. Donc, nous voulons que vous puissiez prendre la route, arriver à Musumba avec les enfants et de Musumba traverser, vous allez à Luisa. Donc, c'est ça que moi, je rêve. Et dans la vision du chef de l'État, nous voulons que tout le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, soit connecté. Il faut commencer quelque part. Et là où nous avons commencé, c'est ici. Nous allons aller partout ailleurs avec les chefs de l'État.